Attention. Bonsoir, bienvenue dans XXL, le magazine de la culture, en compagnie ce soir du président du Festival du film italien, Jean-Baptiste Croce, puisque c'est la 36e édition du Festival du film italien à Bastia. Bati, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va pas faire semblant de ne pas se connaître, hein, on va se tutoyer, ce sera plus simple. On se connaît depuis très longtemps. Voilà. 36e édition, mais première édition à l'Albor, puisque le théâtre de Bastia est fermé pour travaux. Comment ça se passe ? Écoutez, je vais vous faire un aveu, j'étais très sceptique. Je me disais, l'Albor, on décentralise, nous qui avons l'habitude de plus de 3 décennies au théâtre. Et à mon grand étonnement, et surtout à ma grande satisfaction, il y a beaucoup de monde. Et le soir, les gens donc viennent voir les films de la compétition à 19h et les films du panorama à 21h30. Et c'est une agréable sensation de voir les gens partager, voir ces films, commenter les films à la fin de la projection et surtout rencontrer les réalisatrices et les actrices que nous avons invitées. Donc c'est une satisfaction. Je crois savoir qu'il y a même des gens que tu n'avais pas l'habitude de voir au théâtre et qui viennent quasiment un nouveau public. Franchement, hier soir, par exemple, les 3/4 de la salle, c'était des gens que je n'avais jamais vus. Alors, je suis un vieux Bastier, je connais pas mal de monde, j'ai des journalistes. Je ne les avais jamais vus. Alors, je ne sais pas, c'est un nouveau public qu'on espère fidéliser, qui vient peut-être donc des quartiers sud de la ville, peut-être aussi des communes du sud de l'agglomération, de Luciana, Borgo, Foriane et Biguglia. Mais vraiment, des gens, et ça fait plaisir parce que c'est novateur là aussi. Voilà. Alors je disais, 36e édition, donc plus de 900 films ont été proposés au public bastien, au public corse. Des milliers, des dizaines de milliers de personnes ont assisté. 900 films, c'est quand même un beau bilan quand même pour 36 ans. C'est un beau bilan. Il y a de quoi être fier. Ouais, je suis fier et puis je suis surtout fier parce que c'est une manifestation qui en 36 ans a toujours eu lieu. Jamais elle a été annulée. Il n'y a eu qu'en 2021 où elle avait été annulée au niveau du mois de février, parce que chaque fois, pour nous, voilà, il y a des élèves il y a des élèves qui viennent, parce que l'émission, je vous le dis, a été enregistrée cet après-midi. Hein. Donc là, on va assister à l'ouverture, j'allais dire, d'une séance scolaire. On y reviendra tout à l'heure. Mais... Tout à fait, il y a des séances scolaires le matin et l'après-midi, et il y a des dizaines et des centaines d'élèves, des écoles, des collèges de la région qui viennent. Et je disais que à part en 2021, année du Covid, où le festival avait eu lieu en juin, mais il avait eu lieu, jamais il y a eu d'annulation de cette manifestation culturelle. Et ça, c'est une fierté, parce que c'est quand même un paquebot, c'est quand même une organisation assez lourde à tenir. Alors, on va laisser la séance scolaire débuter. Nous, on va aller rejoindre nos invités. Mais je voulais vous montrer un petit clip, puisque je me suis promené un peu dans les archives de Viasté là, pour ces 36 années de festival. Et je vais vous montrer un petit clip monté par Nina Sanchez avec la chanson de Patrice Catajega, La Naveva, qui revient sur ces moments de ces 36 années de festival. La nave fantasia, ma bellini, Agameras e Biuda. O dos guardos espinto, maier sumina ganta. Ballerina da strada, saliti belle vigure, chi uvilmo sbuginar. La nave va, la nave va, la nave dolce vita, minuagedu,
Il caffè glielo do subito. Il sorriso quando mi va. Ci lampa in Romederna, Cinecittà, Fellini. Io e te non abbiamo niente in comune. In grigi sciogadrame, non t'ha un mare di Rimini. La nave va. La nave va. La nave va. La nave va. Va la nave di Fellini e la strada cammina. Va la nave di Fellini, la nave un pianterà. La nave d'una vita infinita, fantasi miliardi appesi all'ancino di la Marurico. La nave un pianterà, un film d'urenella, non tu asconda la di là. Nos écrans sont des espaces de liberté et de découverte. Mathilde, on était sur ce clip, sur les dernières images avec le regretté René Vial, qui était un des fondateurs de ce festival. Ah ouais, on avait créé ensemble, c'était en février, parce que ça a toujours eu lieu en hiver, en février 1988. Donc il y a 36 ans, voilà. J'avais 28 ans, mais le temps passe. C'est un peu là. On rejoint nos invités, Lydia Morfieno-Bolasser, bonsoir. Coordinatrice du festival. Oreste Saquet, vous êtes professeur émérite, mais vous êtes ici en qualité d'animateur du festival. On évoquait le souvenir de René Vial, qui était un peu l'âme de ce festival, qui a insufflé cette idée de l'artisanat aussi, quelque part, mais pas l'amateurisme. C'est ça. Et puis il avait un cinéma, donc le studio à Bastia, qui était un cinéma spécialisé dans la diffusion des films d'auteur. Et c'était d'ailleurs le seul cinéma classé art et essai. Et avec René, on avait souhaité, par rapport au blockbuster américain, promouvoir le cinéma européen. Et donc on avait créé ce festival italien, et puis ensuite il y a eu la semaine du cinéma espagnol, la semaine du cinéma anglais, la semaine du cinéma allemand. Et René, c'était vraiment Monsieur Cinéma. En plus, c'était mon ami. Voilà. Oreste, un mot sur ce partenariat, ce compagnonnage avec René Vial. Il m'a téléphoné, il m'a demandé de venir. J'étais un peu méfiant. La première fois, ça devait être il y a 32 ans, je crois. Je suis venu 4 jours, voir un peu où je mettais les pieds. Et puis il y a des hommes qui sont comme des aimants, c'est-à-dire vous passez à proximité et hop, vous êtes capté. Et voilà, je suis encore là. Évidemment, lui non, mais enfin l'esprit est toujours là. Lydia, un souvenir aussi avec René? Oui, ce que dit Oreste, c'est vrai. René avait cette capacité de nous séduire de suite. Parce que quand il m'a proposé de rejoindre l'équipe du festival, je faisais des interventions au sein du consulat d'Italie qui à l'époque était encore ici en place. Et il m'a proposé de m'occuper un peu de l'Italie, des relations avec l'Italie. Et j'ai plus bougé. J'ai plus bougé depuis 2006 pour le festival 2007. C'était la famille, René. Moi, personnellement, ça a été le témoin de mon mariage, le parrain de mon fils. C'était quelqu'un de bien qui nous a quittés donc en avril 2018. Donc le 3 avril prochain, ça fera 6 ans. Alors de famille, on va en parler bien sûr pendant ce festival, puisque l'affiche
du festival qu'on va découvrir. C'est aussi une affiche de film, parce que c'est l'affiche du film Une famille italienne, A casa tutti bene, de Gabriele Muccino, un film de 2018 où on retrouve Pier Francesco Favino, Stefano Accorsi, Stefania Sandrelli, Sabrina Impacciatore, qui a fait forte impression d'ailleurs dans une série américaine, The White Lotus, et puis la comédienne Sandra Milo qui a disparu récemment. La famille, c'est un thème central au reste du cinéma italien, j'allais dire. Pratiquement depuis toujours. Hein. D'ailleurs, le premier film qui a marqué vraiment le changement avec le passage du cinéma de l'époque fasciste au renouveau, c'est un film sur un adultère. C'est Ossessione, hein, le film de Luchino Visconti en 1941, qui a marqué le vrai changement cinématographique. Et puis Luchino après, Visconti qui a traité la famille maintes fois. Voilà. Alors, c'est toujours un petit peu la famille patriarcale qui est représentée. Le meilleur exemple, c'est le Guépard, qui est un symbole de modernité pour l'époque du Risorgimento, de l'unité italienne, dans la mesure où c'est l'alliance entre l'aristocratie et la bourgeoisie, mais toujours pour sauvegarder la lignée, la famille, etc. On va voir quelques hein. affiches de films qui vont se dérouler, justement, Rocco et ses frères, entre autres, mais aussi d'autres films qui parlent de famille. La famille de Torresco, et puis Padre Padrone et les frères Taviani, mais aussi chez Moretti et chez Marco Tullio Giordano avec la fresque La Meglio Gioventù. C'est vraiment un thème qui est présent dans toute l'histoire du cinéma italien. Oui, alors, avec la toute-puissance du patriarcat, la mise en cause un petit peu à cause du dysfonctionnement, vous citiez par exemple la Casa Tutti Bene, voilà, c'est le dysfonctionnement au sein d'une famille. Et maintenant, on arrive à une phase ultérieure, qui est la remise en cause du patriarcat, de la famille patriarcale, aussi bien par des femmes cinéastes, des personnages de femmes à l'intérieur, disons, des films tournés par des hommes ou des femmes, et par le thème aussi de l'homosexualité, et de l'homosexualité avec l'envie de parenter. Alors on le voit d'ailleurs dans cette programmation en Lydia, puisque à la fois on a eu le film d'ouverture bâti de Paola Cortellesi et Giancarlo Domani, qui a un succès phénoménal en Italie. Qui est un phénomène de société. 6 millions d'entrées, c'est ça ? Il arrive à 6 millions d'entrées en un mois et demi, et c'est devenu vraiment ça débouche sur des débats à la télévision, à la radio, et c'est Paola Cortellesi, qui est une actrice très connue de comédie, dont c'est le premier film en tant que réalisatrice, est devenue une icône féministe. Elle est invitée partout, et à tel point que il y a quelques semaines, Giorgia Meloni, la présidente du Conseil des ministres italien, au Sénat a fait une intervention publique pour inciter toutes les Italiennes à aller voir ce film qui est important. C'est un film contre le sexisme, contre les violences faites aux femmes. Lydia, ce thème familial, il est dans toute la programmation du festival. Je vous propose qu'on regarde quelques images d'ailleurs du teaser du festival et vous allez revenir derrière sur cette programmation. Avec plaisir. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Un'Italia che non si spaventa
gessato sul blu e l'amo viola la domenica in TV. Lydia, on parlait de la programmation et de la place de la famille. Derrière vous, on découvre des tableaux de Marie Brandine, puisqu'on est à la cafétéria de l'Albor. On parlera avec Marie tout à l'heure de ces tableaux où il y a aussi des figures familiales, j'allais dire. La famille, pour vous, vous me disiez un peu, c'est la première société en Italie. C'est dans la famille que tout se passe et je pense que c'est dans la famille que l'homme apprend à vivre. Et c'est la première société, c'est la micro-société. Et il y a aussi la famille qui ne marche pas parce que dans la famille n'est pas toujours tout facile, comme dans la société. C'est là qu'on apprend les premiers compromis. Et ça, je pense qu'effectivement, les cinéastes italiens sont maîtres dans la mesure où ils arrivent vraiment à montrer, des fois avec l'humour et des fois avec le drame, tout l'enjeu qu'il y a derrière une relation qui est celle père-fils, mère-fils, la fratrie. Et ce sont des relations, des équilibres qui se reproduisent aussi dans la société. C'était un peu l'enjeu du film qu'on a vu en ouverture de Paola Cortellesi, où la traité de la violence conjugale avec un certain onirisme, elle a essayé de traiter ça avec délicatesse, j'allais dire, si on peut employer ce mot, en tout cas beaucoup de retenue, pour garder un peu la possibilité de la distance par rapport à ce sujet-là. Oui, Paola Cortellesi effectivement a fait un choix très original de présenter des thèmes qui sont dans l'air du temps, il faut le dire, mais en même temps, elle n'est pas tombée dans la facilité de présenter des thèmes un peu, ça devient presque de la démagogie. La femme victime, mais la femme n'est pas que victime, la famille qui marche mal, mais pas que. On a aussi, la famille aussi, la force, c'est le refuge, et on a tout ça. Paola Cortellesi a choisi le noir et blanc, et c'est pas du tout ça son originalité, comme elle le dit souvent. Le noir et blanc, c'était juste son moyen de mettre en image les souvenirs qu'elle s'était fait dans sa tête, parce que ce film, c'est aussi le fruit des souvenirs et des racontes de sa mère, de sa grand-mère, de sa grande-tante. Et oui, dans ce film de Laura Cortellesi, on voit certaines situations familiales, mais on voit aussi la famille qui est pas que le foyer, quand on ferme la porte, on reste dedans, c'est aussi les voisins, c'est une société qui a évolué, qui en même temps nous protégeait quelque part, bien qu'il faut aussi s'armer pour faire face aux violences qui peuvent venir de plus près. Mais il y a de très belles relations dans ce film de Paola Cortellesi. Il y a l'amitié, la solidarité entre femmes, et il y a aussi la transmission des valeurs et installer à sa propre fille l'importance, la nécessité de la liberté et de ne pas renoncer à tout prix, de ne pas renoncer à chaque fois. Oreste Sakkel, j'ai pas pu m'empêcher en regardant ce film de penser à une journée particulière, comme s'il y avait une espèce de filiation dans cette histoire de cinéma, dans la production italienne, parce qu'il y a ce côté un peu social, la situation. Alors une journée particulière, c'était la montée du fascisme, là c'est la fin du fascisme. Il y a comme ça dans le cinéma italien une espèce de continuum, de sillon qui est tracé. Oui, tout à fait. Alors, c'est sûr qu'il y a un plan qui est un vrai clin d'œil. C'est le moment où, sur la terrasse, les femmes étendent les draps. Bon, même si ce n'est pas pris de la même façon, même si c'est pas filmé sous le même angle, c'est quand même évidemment une référence immédiate. Alors, la différence, c'est que dans le film La journée particulière, la violence, elle était pas représentée. Induite. Elle était à l'extérieur. On l'entendait par la voix de la radio, qui montrait tout ce climat qui faisait que la ménagère était là pour faire des enfants et l'homosexuel pour être exclu de la société. Tandis que dans le film de Paola Cortellesi, qui correspond un peu à ce qui s'est passé au moment du néoréalisme, il y a une libération des images d'une certaine façon. Et là, la violence faite à la femme, elle est tout à fait visible. Elle est visible à la fois par des scènes d'intérieur et puis aussi sensible par des scènes d'extérieur où les femmes amies, les voisines savent ce qui se passe lorsque le mari ferme les volets. On n'entend plus rien, mais on voit dans le visage des trois voisines la conscience de ce qui est en train de se passer et qu'elles considèrent presque comme inéluctable. Ce qui est beau aussi, c'est ce que disait Lydia, c'est la transmission. Il y a une émancipation de la femme, une émancipation générationnelle. C'est par sa fille qu'elles s'émancipent toutes les deux et qu'elles vont vers la liberté. Alors, j'ai envie de vous poser une question, parce que la discussion, elle est riche, elle est dense.
Ça fait des années que j'entends dire que le cinéma italien est mort. Chaque année, il est mort. Chaque année, on enterre le cinéma italien. Surtout en France. Tous les ans, on enterre le cinéma italien. Alors, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il y a le grand Manitou du cinéma international en France, il s'appelle Thierry Frémaux. Thierry Frémaux, c'est le président patron du Festival de Cannes. Pas président, c'est le délégué général. Délégué général, qui a aussi un très beau festival à Lyon qui s'appelle Lumière. Là, il est président. Film de patrimoine. Voilà. À Cannes, la présidente est une Allemande. Tout à fait. Je ne sais plus le nom. Donc Thierry Frémaux, c'est le grand Manitou. Et Thierry Frémaux fait la pluie et le beau temps au niveau de la diffusion du cinéma international. Et donc de la distribution. Tout à fait. Quand il décide, par exemple, que des films coréens lui plaisent, bon, toute la critique suit, et c'est le cinéma coréen qui est... Donc Thierry Frémaux aime 5 réalisateurs italiens. Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Alice Rohrwacher, Paolo Sorrentino et Matteo Garrone, qui sont 5 excellents très bons réalisateurs et réalisateurs. Le problème, c'est qu'à part ces 5, apparemment, il ne connaît pas le cinéma italien et il ne cherche pas ce qu'il y a. Il y a eu des années, parce que ces 5 réalisateurs n'avaient pas tourné, il n'y a pas eu de film italien à Cannes, au Festival de Cannes. Voilà. Donc, le cinéma italien, il n'est pas mort du tout, comme peuvent le dire certains critiques dans Le Monde, dans Libé, dans Les Inrocks. Il n'est pas du tout mort. Il n'y a pas du tout de crise. Il y a eu une crise à un moment donné sous Berlusconi de la distribution, oui. Ça, d'accord, mais il n'y a pas de crise artistique. Il y a des créateurs, il y a des acteurs, il y a des actrices, il y a des réalisateurs, maintenant beaucoup de réalisatrices. Et s'il n'y a pas ces festivals, en France, il y a actuellement 15, très exactement 16, parce qu'il y en a même à Concarneau, donc en Bretagne, qui a été créé. Donc il y a 16 festivals de cinéma italien dédiés au cinéma italien. Et sans ces festivals, on passerait à côté, mais à côté de petits bijoux. Voilà. Oui, parce que vous me le disiez tout à l'heure, au reste, il y a l'année dernière 188 films italiens qui ont été produits, c'est ça, l'année dernière, en 2023, c'est ça. Il y a eu 188 films italiens produits et réalisés. Seulement une dizaine, 8 films diffusés, distribués en France. Voilà. Et parmi les films, Nanni Moretti, Marco Bellocchio et Matteo Garrone. Donc le cinéma italien n'est pas mort. Non, mais justement, c'est un peu la polémique que l'on a dans les festivals, parce que l'année où effectivement il n'y avait aucun cinéaste italien sélectionné à Cannes, toute la presse, c'était la mort du cinéma italien. Quitte à dire l'année d'après, renaissance du cinéma italien, pour le faire remourir l'année d'après. Alors il y a des vagues comme ça, des sinusoïdes. Il meurt, il renaît, il meurt, il renaît, il meurt, il renaît. Et nous, dans nos festivals, ce que nous essayons de montrer, c'est que non, il ne meurt pas. La preuve, c'est qu'on peut chaque année présenter des dizaines et des dizaines de films réalisés par des personnes plus ou moins jeunes, qui font des films qui parlent de la société italienne et qui font du cinéma. Oui, parce que Lydia, vous non plus, vous ne pensez pas que le cinéma italien, il se porte plutôt bien, hein? On est d'accord. Ça se porte plutôt bien. Après, j'ai l'impression que là, on voit vraiment la réalisation de Lazare, Lève-toi et marche, tous les cycliquement. Comme tu dis, le cinéma italien déclaré mort et après ressuscité, mais d'une façon vraiment cyclique. Non, en plus, nous, en tant que festival, comme dit Oreste, notre devoir, c'est aussi celui de promouvoir un cinéma, faire connaître un cinéma que voilà, personne devrait se permettre de dire qu'il est mort. Je m'excuse, il y a beaucoup d'acteurs, notamment d'acteurs et d'actrices qui sont connus ici à Bastia. Vous prenez Carlo Verdone. Carlo Verdone, c'est une star, mais une star en Italie, vous ne pouvez pas savoir. Jamais un film, alors qu'il en a fait, je crois, 28, est sorti en France. Vous dites à quelqu'un Carlo Verdone en France, on ne sait pas qui c'est. Et c'est que moi j'y vois parfois même un peu de jalousie, je vais faire un peu de mauvais esprit, parce que c'est curieux, le cinéma italien, c'est un cinéma qui est en permanence ancré dans son histoire contemporaine et dans son territoire. Depuis le début, le cinéma italien traite sans complaisance son histoire. On peut penser au film de Francesco Rosi, l'affaire Mattei. Il y a toujours de la politique au sein du cinéma italien. Il y a eu aussi ces films avec Gian Maria Volonte et Enquête sur un citoyen tout soupçon. Quoi d'autre, les fresques comme Novecento de Bertolucci, plus récemment Bellocchio avec Buongiorno Notte, qui après a fait une série, Esterno Notte, sur l'assassinat et l'enlèvement d'Aldo Moro, et puis encore Marco Tullio Giordano avec Cento Pass ou Piazza Fontana, qui traite de l'attentat de la Piazza Fontana. Il y a toujours cette permanence de traiter l'actualité, l'histoire contemporaine. Oui, en fait, dès le départ, lorsque la télévision est arrivée, le cinéma a commencé à perdre des spectateurs. Pour en récupérer, pour en garder, il fallait montrer des choses que la télévision ne montrait pas.
Donc le cinéma italien s'est fait, j'allais dire, le meilleur cinéma italien, c'était presque toujours en opposition à ce que montrait la télévision. Et plus la télévision est, disons, répressive sur les images, mieux le cinéma se porte. Donc on a bon espoir. Après, il y a un problème aussi de distributeurs. Vous savez que les distributeurs français sont assez, à mon avis, assez cupides. Et ils préfèrent distribuer des blockbusters américains pour des ados pubères en mal de popcorn ou de sexe, je ne sais pas trop quoi, des science-fiction, au détriment donc de très bons films. Oui, italiens. mais quand on parle des films que j'ai cités, comme Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, qui était probablement un des premiers films anti-flics, comme on dit, mais qui a fait plusieurs millions d'entrées quand même en France, ce film. À l'époque. Aujourd'hui, les films de Stefano Sollima, par exemple, pourraient faire. Il y a des très bons films. Moi, j'ai vu dernièrement Dernière nuit à Milan. Pier Francesco Favino, voilà. Qui est un bon film, un bon polar. Effectivement, mais bon, après, c'est vrai que ces films italiens qui sont distribués en France ne font pas non plus des millions d'entrées. Hein. Oui, il y a beaucoup de films français qui ne font pas des millions d'entrées non plus. Hein. Je sais, mais ils sont français et voilà. Et puis, bon, vous citez Pier Francesco Favino. C'est actuellement un comédien, disons, relativement connu. Mais faites un micro-trottoir et demandez combien de comédiens et de comédiennes italiennes sont connus par le grand public. Vous n'en trouverez pas beaucoup. Hein. Et c'est là le problème. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne montrez pas les films, on ne voit pas les figures, on ne voit pas les gueules des comédiens actuels. Et ce sont quand même ces comédiens-là, ces gueules-là, qui font ensuite que les spectateurs viennent au cinéma. Or, voilà, c'est un peu le problème. Par exemple, Carlo Verdone, il y a longtemps déjà, à la sortie du film Manuale d'amore, c'était lors d'une Coupe du Monde, ça devait être en 86 peut-être, ou 82, enfin bon, l'affiche italienne était des images de tous les comédiens qui jouaient dans les différents sketchs, dont Carlo Verdone. L'affiche française reprend le même système, moins Carlo Verdone. Bon, c'est quand même caractéristique. Et bon, c'est un peu le problème général. C'est-à-dire, on ne connaît pas les têtes et les noms des comédiens qui sont pourtant très souvent d'excellents comédiens. Je crois que tous les festivals le montrent. On connaît Monica Bellucci. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être la dernière considérée comme une star italienne. Lydia, cette programmation, c'est un casse-tête parce qu'il y a beaucoup de films qui sortent. Comment vous arrivez à choisir ? Il y a des discussions passionnées avec... Oui. Heureusement, on n'est jamais en crise, en fait, parce que justement, il y a le choix. On a des beaux festivals qui passent avant nous et qui prennent beaucoup de films. Du coup, nous faisons un peu le choix des choix. Parce que nous essayons quand même de mettre en valeur notre programmation, comme nos invités. Le casse-tête, c'est vraiment trouver le bon équilibre entre les films de qualité, il y en a beaucoup, mais on voudrait quand même toujours offrir une vision assez hétérogène de ce qui se passe en Italie d'un point de vue cinématographique. On dit souvent qu'ici à Bastia, nous ouvrons une fenêtre vers l'Italie et nous ouvrons cette fenêtre à travers le filtre du cinéma. Donc, c'est une programmation qui se veut équilibrée à niveau des genres, équilibrée à niveau des nouvelles propositions, des thèmes à sujet, des sujets et des invités. Mais c'est un réel plaisir finalement. Après, le travail se fait sur la base aussi des sections que nous mettons en avant. Une compétition qui doivent concerner des films pas distribués en France, par exemple. Mais voilà, Jean-Baptiste, il commence à regarder les films déjà de suite après ce festival. Et avant, on faisait que des déplacements sur d'autres festivals, Cannes avant tout et après les autres festivals. Maintenant, surtout après le Covid, la sélection se fait souvent à travers des liens de prévisionnage que les distributeurs nous font. Cela nous permet de belles discussions et des fois de jolis moments même au bureau parce que je m'isole avec les écouteurs face à mon ordinateur. Non, c'est vraiment une partie vraiment plaisante de ce travail. Vous parliez des sections, il y a une section l'Italie au féminin et justement on va regarder un des films qui est sélectionné dans cette section, la bande-annonce de La Nouvelle Femme, et on va recevoir la réalisatrice Lea Todorov. Quando ho cominciato I miei studi era impensabile che una donna facesse medicina. Oggi sappiamo che anche i piccoli idioti possono imparare. Buongiorno, signora. Maria Montessori. C'est pour l'enfant. Vous prenez des enfants comme ça. C'est vous qui vous en occupez? C'est un institut pédagogique ici.
pas un orphelinat. Dai! Les idiots restent idiots, ils ne guérissent pas. Lo prendi là allora? No, no, no. È un'educazione piena d'amore. Quella che ci ha permesso oggi di portare qui questi bambini all'esame del corso preparatorio. Je m'appelle Tina. È stato un grande successo, Maria. Ma quanto vale un successo se il prezzo da pagare è questo? Io voglio stare con mio figlio. Lo sai che non è possibile. Perderei la mia reputazione. No, tu sei un uomo, nessuno oserebbe. Dites j'ai inventé une méthode. Non. Si, racontez-nous une histoire. Je vais révolutionner l'école. Tu stai un po' esagerando, Maria. Seguite bene il colore, hein? J'ai l'intuition que les méthodes développées à l'Institut n'ont rien de spécifique à l'éducation des idiots. Blue. Io non posso continuare a farmi schiacciare dal tuo egoismo e dalla tua ambizione. Questa è la mia croce. Partire in guerra per conquistare i diritti del bambino. Léa Todorov, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est votre premier film, vous êtes autrice, scénariste, réalisatrice. Vous aviez déjà réalisé des documentaires, mais c'est votre premier long métrage. Et vous vous intéressez au travail de Maria Montessor et sur les enfants qu'on disait déficients à l'époque. De quel désir est né ce film, Jean ? Il y en a en vrai plusieurs. Je pense que quand on fait un film, c'est des rencontres avec des personnages. Là, en l'occurrence, le personnage historique de Maria Montessori, qui est quand même à l'origine du projet, que j'avais rencontré parce que j'avais participé à l'écriture d'un documentaire sur les pédagogies alternatives pendant l'entre-deux-guerres. Et quand j'avais commencé ce travail-là, j'avais découvert que déjà dans les années 20, Maria Montessori était une grande diva. On essayait d'avoir sa présence, mais elle ne venait pas. Elle envoyait des émissaires comme ça, parce qu'elle était quelque part déjà plus connue, plus célébrée que tout le monde. Donc, ça m'avait donné envie de creuser un peu l'histoire de sa vie. Et c'est vrai que c'est là où j'ai trouvé la matière qui est maintenant celle du film. Mais il y avait aussi, comme vous le dites, l'envie de travailler sur cette période où elle travaille avec des enfants qu'aujourd'hui on appellerait neuroatypiques ou besoins spéciaux. Et ça, c'était aussi au cœur de ma démarche. Alors, au cœur de cette démarche, justement, vous avez mélangé la fiction et la réalité, puisque le personnage qui est incarné par Leila Bekti, une cocotte, je crois qu'on dit comme ça, qui est totalement inventée et qui sert un peu presque j'allais dire, de passeuse qui a un peu ce regard que nous on peut avoir, un peu de ce regard néophyte sur ce travail et sur ces enfants de l'époque. C'était à ça que vous servait ce personnage finalement, et puis aussi peut-être d'avoir un regard français aussi. Oui, c'est ça exactement. Moi, je suis quand même française, donc c'est vrai que quand on va s'intéresser à une pédagogue qui était sur les billets de la monnaie italienne, on se dit c'est vraiment une figure nationale, donc c'était intéressant pour moi d'avoir un personnage français, une Française qui venait à cet endroit-là incarner mon point de vue. Mais vous avez complètement raison qu'elle incarne aussi beaucoup le point de vue de la société encore aujourd'hui sur les enfants dits différents, parce qu'on ne sait pas trop comment les appeler, parce qu'évidemment la question des mots est très importante pour moi dans ce contexte-là, et le film est vraiment un travail sur le regard, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose. Elle peut pas regarder sa propre fille à cause de sa différence, et elle peut pas non plus regarder les autres. Et le spectateur quelque part a la même réaction qu'elle, a pas envie de porter son regard sur ses enfants. Et puis le film, j'espère, lui permet de transformer son regard comme celui du personnage. D'ailleurs, il y a eu une espèce d'hostilité au début entre ces deux femmes, qui finalement, ça raconte aussi un peu une histoire d'émancipation, parce qu'il y a une des femmes qui s'émancipe par le pouvoir de séduction, j'allais dire, et l'autre, Maria Montessor, par le savoir. Et il y a ce parcours, j'allais dire, presque parallèle, mais et pas forcément antagoniste d'ailleurs, qui réunit ces deux femmes à un moment donné. Oui, quand j'ai travaillé sur l'écriture du scénario, il y avait l'idée de ne pas d'avoir un personnage féminin qui soit celui de la Française, qui soit suffisamment fort pour faire face à Montessori de manière intéressante, dynamique quelque part dans le récit. Donc j'avais pas envie que ça soit elle, quelque part, la femme dans son rôle traditionnel de l'époque, mariée, qui assumerait pas son enfant dans une situation similaire que celle du personnage
de Lily d'Alangy, elle s'appelle. Et donc j'ai comme ça un peu parcouru dans la littérature quels pouvaient être les personnages de femmes fortes de cette époque-là. Et les cocottes m'ont paru incroyablement pertinentes pour raconter la manière dont, dans une situation dans laquelle elles avaient extrêmement peu de choix dans les places qu'elles pouvaient occuper dans la société, les femmes avaient quand même retrouvé une manière de réinventer un personnage, d'inventer ce personnage de la femme blonde, un peu idiote, elle aussi, et pour laquelle les hommes vont se ruiner et qui vont retrouver, à travers leur pouvoir de séduction, un pouvoir dans la société. Et j'avais trouvé très intéressant de lire leurs écrits, de voir à quel point elles étaient conscientes des enjeux qui les entouraient. Il y avait une cocotte qui avait comme ça écrit que les femmes avaient le choix entre être putes, vierges ou ménagères. Et donc voilà, clairement, elles se situaient dans ce triptyque-là. Et Maria, dans le film, va devenir la vierge. Et puis en italien, emancipata, appliqué à une femme, ça signifie effectivement le troisième terme. Ouais. Et puis, il y a des scènes qui sont très très fortes dans le film et que vraiment c'est une réussite du film. Une des réussites du film, c'est les scènes avec les enfants. Et j'imagine que ça a été un travail de préparation très important parce que vous tournez ça avec beaucoup de retenue, de délicatesse, de pudeur. Et en même temps, c'est très émouvant. Oui, on a fait un casting un peu dans toute l'Île-de-France parce qu'on tournait cette partie de l'Institut qui se situe dans le récit à Rome. On tournait ça en Île-de-France avec des enfants qui sont porteurs de toutes sortes de handicaps très variés, très différents, à des degrés très différents. Oui, des profils totalement différents. C'est des profils très hétérogènes, avec l'idée que ça reflétait aussi sûrement ce à quoi Maria Montessori avait l'habitude de faire, puisque elle, l'éducation spécialisée à l'époque, voilà, on imagine qu'on mettait tous ceux qui n'y arrivaient pas comme les autres, à faire partie des écoles et qui étaient ou bien relégués au fond des classes ou bien carrément mis à l'asile, parce qu'on ne savait pas comment travailler avec eux. Et donc nous, on a quelque part reproduit ça, c'est-à-dire on a pris des enfants avec des profils très différents, mais on a passé beaucoup de temps à préparer le film ensemble et avec le sentiment qui s'est avéré juste que d'abord, dans le fond, on a tout le temps, et même nous, on devait lutter en permanence contre ça, tendance à les sous-estimer et à sous-estimer toutes les choses qu'ils sont capables de faire. Par exemple, des enfants qui sont non-parlants, ça veut absolument pas dire qu'ils comprennent pas ce qu'on est en train de faire et qu'ils n'arrivent pas à faire et refaire une scène, par exemple, avec une compréhension totale des enjeux qui sont en place sur un plateau de cinéma. Mais par contre, que évidemment, on n'allait pas les balancer comme ça sur le plateau et qu'on a pris du temps pour se rencontrer, pour préparer entre autres les scènes de danse qui étaient très importantes aussi pour nous, avec une chorégraphe, Georgia Ives. Et une fois sur le plateau, pour le coup, ça roulait, quoi. On a vu aussi que la comédienne Yasmine Trinca qui semblait très impliquée dans ce travail. Alors Yasmine Trinca, on ne va pas la présenter. Enfin, on l'a découverte avec. Elle est venue 3 fois à Bastia. Elle est venue 3 fois à Bastia. On l'a découverte chez Nanni Moretti avec La Chambre du Fils, puis dans Le Caïman, et puis elle avait illuminé la Meglio Gioventù, où a joué un personnage aussi d'une femme qui avait des soucis psychologiques. Elle s'est impliquée complètement. C'était un choix évident pour vous? C'était un choix évident et je trouve ça très beau quand on parle de ce film dans lequel elle incarnait justement une personne avec ses problèmes psychologiques qui était en hôpital psychiatrique, enfermée, qu'elle se retrouve 20 ans plus tard dans le rôle de la médecin qui s'occupe de ses enfants. Il y a un parallèle entre les rôles que je trouve très émouvant personnellement. Et elle, oui, elle est venue préparer avec les enfants aussi en amont du tournage et elle a vraiment réussi, j'ai trouvé, à être habitée par quelque chose de l'amour pour ses enfants de Maria Montessori. Elle a été d'une incroyable générosité avec eux et ils étaient complètement émerveillés par Jasmine et ils faisaient beaucoup des choses pour elle. Enfin, vraiment, il y a et le film raconte quand même un peu à quel point les enfants ont besoin de ce transfert pour avoir envie de progresser. Et nous, on l'a vu aussi sur le film, à quel point la relation qui s'était nouée entre eux, les actrices et l'équipe du film, était porteuse de résultats. Non, je voulais dire qu'on est très content de passer ce film ici à Bastia parce que c'est une avant-première. Le film ne sortira que le 13 mars. Et voilà. Et je voulais dire aussi que c'est assez rare qu'il y ait eu des films sur Maria Montessori.
Je me souviens, il y a une quinzaine d'années, une série à la RAI, et Maria Montessor était interprétée par Paola Cortélez, dont on parle beaucoup en ce moment. Mais franchement, je voulais vous féliciter aussi pour le casting, Leila Bekti bien sûr, mais Jasmine Trink, qu'on aime beaucoup ici et qui est vraiment une fois de plus superbe. Merci, c'est elle, mais moi aussi je la trouve incroyable. Et puis quelque part, vous renouez avec une grande tradition du cinéma européen qui a disparu, c'était la coproduction franco-italienne. On a été nourris, nous, dans notre jeunesse de films, tous les acteurs français, de Michel Serrault, Bernard Blier, Trintignant, Noiret, partaient jouer en Italie. Des acteurs italiens venaient jouer en France. Alberto Sordi avait joué avec Mocchi dans Les Témoins. Perrin aussi. Jacques Perrin, Jacques Perrin, une grande carrière en Italie. Et ça a disparu, ça, au reste. Oui, parce qu'on est passé au son en prise directe. Tout était doublé à une certaine époque, donc c'était très facile. Au point que quand Don Camillo arrivait en France, tous les comédiens parlaient avec l'accent de Marseille. Ce qui a été d'ailleurs une mode, parce que pendant un certain temps, dès qu'il y avait un film italien, c'était l'accent provençal. Ça a un peu disparu. Alors évidemment, maintenant, on est obligé de trouver un moyen pour introduire un personnage italien dans un film français ou un personnage français dans un film italien. Mais le fait d'être doublé a coûté quand même un certain prix d'interprétation à Philippe Noiret pour Nuovo Cinema Paradiso. Et Philippe Noiret a comme Jacques Perrin, on en parlait, a une carrière parallèle en Italie. Philippe Noiret, un jour j'avais compté, a fait 37 films en Italie, dont des films magnifiques, Cinema Paradiso, Il Postino, etc. Postino, qui était de Michael Raffort. Il avait des carrières parallèles en Italie. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est aussi une des particularités du cinéma italien, on parlait des accents, mais c'est de parler des régions. Les régions en France, souvent, elles sont considérées un peu comme quelque chose de pittoresque. Parfois, on imagine mal une histoire d'amour en France avec des gens qui ont un accent marseillais, par exemple. Ça ferait tout de suite comédie. Mais en Italie, par contre, on parle beaucoup des régions. On se souvient des frères Taviani avec Chaos, L'Arbre au sabot d'Ermanno Olmi, qui avait eu une palme d'or à Cannes, et puis bien d'autres. Et dans cette programmation, on va aller en Sicile, on va aller à Turin, on va aller en Sardaigne. C'est une particularité aussi du cinéma italien qui s'est produit après les titres que vous avez cités, c'est qu'il y a eu la suppression du ministère du tourisme et spectacle. Et la gestion du cinéma a été régionalisée. Donc des film commissions se sont institués dans la plupart des régions. Il y a eu d'abord le Piémont, et on a vu un certain nombre de films tournés à Turin ou au Piémont, mais la région qui a le mieux marqué et qui a le mieux réussi dans ce domaine, ce sont les Pouilles. Dans les Pouilles, il y a eu un grand nombre de films qui ont été tournés, au point que c'est devenu une destination touristique, Turin aussi d'ailleurs, entre-temps, parce que les gens des Pouilles se sont rendus compte que 1 euro investi dans le cinéma rapportait 3 euros quand il y avait un tournage. Et donc, évidemment, les Pouilles ont beaucoup investi dans des tournages qui s'effectuaient sur place et avec des cinéastes régionaux ou pas régionaux. On va justement aller en Sardaigne, mais avant, je voudrais vous dire merci, Léa Todorov, et puis bonne chance, plein de choses pour le film qui va sortir en sortie nationale le 13 mars. Merci beaucoup. On va le voir demain au studio, ce soir, donc il est passé à 19h. Et demain au studio, repasse à 19h, donc le film va être diffusé, et donc il y aura un débat avec Léa Todorov, et je pense qu'il y aura beaucoup de monde. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Merci au reste. Lydia, on va regarder un des films, justement, la bande-annonce d'un des films, le film Anna de Marco Amante, c'est ça ? Marco Amante. Qui se déroule en Sardaigne. On regarde tout de suite et on en parle après. Migliore offerta che fino ad ora la proprietà abbia fatto. Ma pensate veramente di comprarmi con i vostri soldi di merda? Ascolta, ma sei tu che devi trovare una soluzione? Mandali via, cazzo! Anna, non possiamo dimostrarlo.
Signore a testimoniato a nostro favore. Tu hai averlo mio, non tu te pensi manco un nome. E su chi è arrivato isso a me? Non ho saputo proteggerlo. Ma guardi che ci sono nata su quel terreno. Te l'avevo detto che non avevamo speranza. Lydia, bravo d'avoir sélectionné ce film parce que moi j'ai eu l'impression de voir un film sur la Corse en fait. C'est presque un des plus beaux films sur la Corse que j'ai vu et qui se déroule en Sardaigne. L'histoire de cette bergère qui est confrontée à la spéculation immobilière sur un thème qu'on connaît bien ici et où tout le village est contre elle parce qu'il y a un hôtel qui va se construire et puis ça représente des emplois, etc. Ça a été une évidence pour vous de ce film? Ce qui m'a touché avant tout de ce film, c'est le réalisateur, c'est un réalisateur sicilien. Qui avait fait un film qui s'appelait La Siciliana Ribelle et qui avait eu le prix du public ici à Bastia en 2010, si je ne me trompe pas. Et c'est Marco Amenta qui est un réalisateur qui a, je pense, une intuition extraordinaire pour nous livrer des portraits de femmes de la réalité, parce que même le film Anne est tiré d'une histoire vraie, même si il en a fait un personnage féminin. Dans la vraie histoire, c'est un berger homme, le protagoniste de l'histoire. Et lui, déjà, avec la Siciliana Ribelle, il avait dirigé Veronica D'Agostino, comédienne sicilienne qui avait interprété le rôle d'une femme de la mafia qui doit se rebeller. Et là, donc, quand j'ai vu Marco Amenta associé à un film sarde, c'est vrai que m'a attiré de suite l'attention. On en a parlé avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a trouvé le film d'une force extraordinaire et lui, il a été fulguré par l'actrice Rose Ast. Et Rose Ast, c'est une actrice sarde qui est issue d'une carrière de théâtre, une formation théâtrale qui a commencé pas très très jeune, comme elle-même nous a raconté. Elle a cherché en elle cette fibre, elle a trouvé en elle cette fibre d'actrice de théâtre déjà aux alentours de 19 ans. Et après, elle s'est tournée au cinéma sous input, sous vraiment l'occasion de ce film. C'est son premier film de cinéma. Et c'est vrai que c'est un film d'une force incroyable. La Rose Ast tient le film du début à la fin. Et il arrive à faire ce beau résultat, parce qu'on dirait toujours du néoréalisme et du réalisme nouveau, parce que nous retrouvons la force de la langue, cette force de la langue régionale dans le cinéma italien, qui a commencé avec le néoréalisme, mais qui continue à trouver sa modernité. Parce que parfois le film d'ailleurs dans sa version originale est en sarde et est parfois sous-titré en italien. Comme souvent les films à langue originale en Italie, parce que sachez que Gomorra, qui est tourné presque essentiellement napolitain, il a été diffusé dans toutes les salles en Italie, sous-titré en italien. En même temps, la langue ne doit jamais être en limite pour la diffusion d'une idée, d'un concept, d'une œuvre. Donc on a les moyens de proposer ça à tout le monde, comme la littérature d'ailleurs. La littérature sicilienne, par exemple, Andrea Camilleri a porté le livre en langue sicilienne comme devenu un grand succès de l'éditorie, même avec le courage de porter une langue neuve. Mais c'est un film aussi qui a un lien, qui est en relation avec tout ce qui se passe en Corse. Bien sûr. C'est des agriculteurs, on veut les spolier, des promoteurs immobiliers véreux. D'ailleurs, il y a Frédéric Farouche. Le Mohican. Qui a réalisé cet automne un Mohican avec Alexis Manin, qui est à peu près la même histoire. Donc ce film est en compétition. Et donc la compétition, il y a un jury. La présidente, elle est là, c'est Patrizia Catagé et Marie-Flora Samartier, membre du jury. C'est vous qui avez la lourde tâche de débattre, de voter et de désigner. C'est d'ailleurs dommage qu'il n'y ait pas de prix d'interprétation. Parce que franchement, l'actrice Rosa Haas a mérité quelque chose. Ouais. Il a 20 ans, le prix du jury. Il a été créé en 2004. Donc vous avez commencé toutes les deux avec les autres membres du jury, Christophe Di Caro et Carlo Baldacci, à discuter de cette sélection. Vous n'avez pas encore tout vu, j'imagine ?
On a discuté et comme vous l'avez dit, c'est une lourde tâche parce qu'effectivement la sélection, comme toujours, est très riche, très belle, très forte avec des films forts, comme disait Lydia, portés par des interprètes extrêmement fortes et de nombreuses femmes. Et c'est une lourde tâche, mais bon, on s'y attelle. On ne vous dira rien aujourd'hui. Ah non, on ne veut rien savoir, on ne veut rien révéler. Patrick, déjà, merci de nous avoir permis d'utiliser cette chanson Lana Veva, qui avait été composée, je pense. Elle avait été créée, je dirais pour moi. Oui, à l'occasion d'ailleurs. On en avait parlé ensemble et Patricia avait fait un concert à l'ouverture du festival et elle avait composé, écrite et chanté cette chanson Lana Veva. Cette Naveva pour le festival italien. Voilà. Comment ça se passe, ce visionnage de films? Alors, déjà, c'est très... Oui, responsabilité, bien sûr, mais c'est surtout un plaisir, un bonheur aussi d'être entre nous, de discuter, d'échanger autour de ce bel événement et autour de ces films qui sont... Voilà, c'est une programmation qui est très, très belle. Moi, j'ai essayé de voir aussi quelques autres films. J'ai vu Prima Donna hier. Donc, et ce que j'aime aussi, Lydia le disait... tout à l'heure, c'est que voilà, on a l'occasion d'entendre toutes ces langues, questi dialetti, Lydia, donc du sicilien, du sarde, du romanesco dans le premier film, et moi j'adore ça. Voilà. Et puis vous savez que je suis aussi très attentive aux bandes sonores, aux bandes originales de films. Voilà, donc il y a plein de choses dans un film, au-delà aussi de la réalisation. Il y a la musique, il y a la langue. Il y a tellement de choses qu'on a beaucoup de sujets de discussion tous ensemble. Et hier, on a fait un premier vrai débriefing pour les films qu'on a vus jusqu'à présent. Et Marie-Flora, vous partagez un peu cette grille de lecture, j'allais dire, pour quand vous regardez un film, vous vous interrogez sur qu'est-ce qui va faire que vous allez voter pour celui-là ou pas, qu'est-ce que vous retenez, ou vous fonctionnez au coup de cœur peut-être. Non, tout à fait. Tout nous parle et tout est sujet à discussion et tout. Bon, après, moi, j'ai un regard de cinéphile. J'ai pas un regard de professionnel comme peut l'avoir, par exemple, Carlo, qui fait partie du jury aussi. Donc, c'est tout est questionnement, tout est émotion, comment on reçoit les films. C'est chacun aussi par rapport à notre vécu de cinéphile et notre vécu d'être humain. Voilà, donc c'est quelque chose qui appartient à chacun. On a chacun un regard, mais on se retrouve sur beaucoup de choses. Parce qu'il y a une programmation, il y a une sélection qui est très éclectique. On a La Bella Estate, Quando, Il Signore delle Formiche, on a Come Pecore in mezzo ai lupi, qui est un polar. On a du drame social. Donc il y a pas un genre particulier. Et c'est ça qui est bien. Mais ça doit être très compliqué aussi quelque part. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est pas il y a plusieurs films d'origine différente avec des problématiques différentes. Donc c'est ça qui est intéressant parce que on aurait que des films tous sur le même style, le même genre, ça serait pas aussi intéressant. Là, c'est vrai que ça nous permet aussi de nous interroger sur certains genres de films qu'on n'a pas l'habitude de voir non plus, qui sont pas forcément dans les films qu'on apprécie habituellement. Mais ça nous permet aussi de sortir de notre zone de confort. Et puis surtout, c'est un cinéma qui questionne, je trouve, parce que c'est vraiment, il y a cet aspect de cinéma social qui nous parle. C'est un cinéma qui questionne, c'est un cinéma aussi qu'on apprécie parce que culturellement, on se sent proche de ce cinéma, on se sent proche de cette culture. Et je crois que le cinéma italien à Bastia, c'était vraiment indispensable. C'est ce lien, qu'on retrouve avec la péninsule italienne. Marie-Flora, un mot, parce que vous êtes la présidente aussi du Festival de l'Arme, qui va célébrer ses 30 ans cette année. 30 ans, c'est beaucoup, 36 ans pour le Festival du film italien, 30 ans pour l'Arme. J'imagine que vous préparez cet anniversaire avec soin, avec attention. Vous avez déjà des choses en tête. Vous avez quelques surprises, quelques révélations. Forcément des surprises, donc on ne va pas vous les dire, puisqu'ils sont des surprises. Mais effectivement, en fait, 30 ans. Alors 30 ans, bon, nous sommes les cadets par rapport au Festival italien, mais 30 ans, on n'est pas vieux, on n'est pas quand même tout jeune, donc il y a quand même, c'est une nouvelle équipe, on va
essayer de continuer sur les traces de nos prédécesseurs, de ceux qui ont fait ces 30 années, mais aussi on avait essayé d'apporter des choses nouvelles. Et par rapport au cinéma italien, on n'oublie pas qu'on a un partenariat à l'âme avec le Festival italien. C'est ce que me disait Jean-Baptiste. Voilà, donc pour l'instant, au niveau de la programmation, on n'a pas établi aucune programmation, mais on va essayer de faire que ce soit la fête du cinéma. Et dans cette fête du cinéma, on aura, comme d'habitude, des avant-premières, des films plus des films d'auteur, des films grand public, sans que cela soit des films populaires, c'est pas forcément des mauvais films comme certains peuvent le penser, des films porteurs et toujours ces partenariats avec le Festival italien, par exemple. On a déjà des belles choses et qui font envie de les garder pour l'âme. Ou peut-être on leur laissera la possibilité d'en trouver d'autres. Surtout s'ils sont toujours inédits, s'ils ne sont pas achetés en France. Patrice, toi qui es comédienne aussi, et tu as tourné dans quelques films, et tu vas continuer à tourner d'ailleurs. J'espère. Il y a intérêt. Quand tu regardes, quand tu es au jury, que tu es de ce côté-là, de l'écran, tu es sensible au jeu des comédiens. Tu regardes, il y a des choses qui te parlent, tu te dis... Oui. Eh ben, on parlait de Anne, la force elle l'a dit, c'est une actrice qui tient le film du début à la fin. Tout est basé sur ses émotions et c'est pour ça que la caméra entre en direct sur des gros plans à chaque fois de ses émotions. Ça nous touche beaucoup. Et bien sûr, ce que je vois aussi, ce sont des acteurs fabuleux qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, et là, on en découvre tous les jours, aussi bien que ce soit des acteurs masculins ou féminins. Il y a cette force de ce cinéma, moi qui me plaît beaucoup. Et voilà, ce sont des acteurs qui ont leur originalité. Ils font partie de cette culture. C'est un cinéma à part, le cinéma italien. C'est bien de les rencontrer aussi. C'est pour ça aussi la vocation du festival, c'est d'inviter, grâce à Lydia d'ailleurs, qui a toutes les coordonnées des uns et des autres, mais c'est d'inviter par exemple Rose Aste, qui joue dans Anna, elle était présente. Dans La Belle Estate, la petite Yara Vianney, elle était présente. Voilà. Et c'est bien de ce partage aussi avec le public. On va vous laisser aller continuer à regarder des films et délibérer. Je voulais montrer aussi un autre film qui est en compétition, une bande-annonce, Nata per te. J'aimerais bien que vous le présentiez, Lydia, ce film, Nata per te. Une histoire très... Deux mots. Oui. On regarde la bande-annonce tout de suite. D'accord. Allez. Signor Trapanese? Sì, sono io. Tribunale dei minori di Napoli. La chiamiamo per la sua richiesta di affido. Come l'ho detto al telefono, la bambina è down. La sua esperienza è qualcosa che ci ha sorpreso positivamente. Veramente tu e tua moglie sareste disposti a prendere Alba? Io non ho una moglie, sono gay. Ma tu che devi credere che stiamo a Svezia? Io sono un'avvocata, ma tu devi essere orgogliosissimo di averlo detto. In Italia l'adozione non è possibile, punto. Ma l'affido finalmente sì. Il profilo di Luca Trapanese è ottimo. Stiamo cercando una famiglia, composta da 2 persone, una mamma e un papà. Che io non ci riesco, Luca. Lei mi deve dire quanti rifiuti è disposta ancora a far vivere ad Alba. Ci sono delle regole. E se queste regole fossero sbagliate? Possiamo provare una strada. Si tratta dell'affido temporaneo. 1 mese. Noi dobbiamo costruire un pezzo alla volta, fino a Marte. In un mondo che L'affido è temporaneo, lo so. non ci vuole più, Ed è irrevocabile senza alcun obbligo di il motivazione. mio canto libero Ma l'affetto no. sei tu. No, l'affetto no. Tu non la puoi perdere questa battaglia. Alba è nata per te. Io sono nato per lei. Nuove sensazioni. La chanson de Lucio Battisti et ce film Nata per te, Lydia, c'est un film puissant. Film puissant, d'une énorme puissance, tourné avec une extrême délicatesse, qui est qui est vraiment la caractéristique principale de Fabio Mollo, que nous avons déjà accueilli ici à Bastia en 2018. Et il avait eu le prix du public
pour le film Il Padre d'Italia. Donc encore une fois, c'était histoire de paternité, de naissance, un désir de paternité, de protection, dans vraiment le sens le plus noble du terme. Et le film Nata per te, Fabio Mollo nous porte sur l'écran la vraie histoire de Luca Trapanesi, qui est c'est un bel exemple d'un homme qui a eu l'adoption, qui a pu être le papa d'une petite Mila, un enfant né avec la trisomie 21, et que lui, il a vraiment lutté pour pouvoir être le papa de cet enfant qui était refusé par plusieurs familles adoptantes. Luca Trapanese, il en a fait un livre, et Fabio Mollo a raconté son histoire en images. Et c'est un film, oui, avec la musique de Lucio Battiste, que nous ne pouvons pas nous empêcher de chanter, et qui accompagne vraiment cette émotion du film. Vous verrez, c'est un film que nous avons en compétition, qui va clôturer la compétition vendredi soir. Fabio Mollo sera là pour nous donner un peu ses clés de lecture, mais pas que. Finalement, quand on fait venir nos invités, ils ne nous donnent pas forcément des clés de lecture, parce que chaque spectateur a le droit de lire et de voir un film comme bon lui semble. Mais ces rencontres sont là pour donner de la richesse, pour découvrir l'homme qui a derrière l'œuvre, l'homme, les hommes, les femmes. Et Fabio Mollo, nous l'attendons avec beaucoup d'impatience, et je pense que lui aussi sera très content de retrouver Bastia. Alors, pendant que vous parliez, on a accueilli Kevin Petron de l'association Mosa Nostra. On va parler des partenariats maintenant, Baptiste, parce que le festival, ce n'est pas que du cinéma, c'est aussi des partenariats, c'est aussi des expositions. On a à Casa di Ealing ici avec Sylvie Casalta et Marie Bronzini. Marie, on va pas faire semblant de ne pas se connaître non plus, femme de radio. J'ignorais, moi, bien que te connaissant depuis longtemps, que tu étais une artiste peintre aussi. Et je crois que tu as fait des études dans ce sens. Et puis après, la radio t'a aspiré plusieurs années de ta vie. Et puis, passé la trentaine, j'allais dire, tu as eu le besoin de revenir à tes premières amours. Et là, il y a tes toiles qui sont exposées ici. Et je sais que tu as longtemps hésité parce que tu te définis pas comme peintre, en fait. C'est ça ? Alors, merci d'abord de m'accueillir, de m'inviter. Merci beaucoup. Oui, on se connaît, mais on a tous un peu notre petit jardin secret. Et c'est vrai qu'il y a une longue pause dans ma vie, dans la pratique artistique, même si c'est ma formation de départ, puisque au lycée, aujourd'hui, on dirait lettres spé art. À mon époque, c'était à 3. Vous en avez connu avec des grands cartons à dessin, voilà, des salopettes et tout. Donc, c'était moi. Et puis, j'ai fait un cursus d'art plastique à Aix. Et pendant des années, j'ai plus touché un crayon. Et ça a repris avec la petite usine. Voilà, qui est une entreprise qui bouge beaucoup les plasticiens et qui crée justement l'Intiostobre, qui est un rendez-vous au mois d'octobre et qui m'a remis le pied à l'étrier. Et puis, Bati Croce, qui est amateur de littérature, de cinéma, mais qui est également amateur d'art, et peu de gens le savent, m'a demandé d'exposer pour le festival. Et j'ai dit non la première fois. Il m'a demandé l'année suivante avec Lydia, et j'ai dit non. Et puis, à la troisième fois, j'ai dit allez, on y va. En plus, c'est à l'Albor, c'est plus intime et je me sens moins envahie par le théâtre. Alors, c'est très curieux parce que en découvrant tes toiles, tout à l'heure, je discutais avec notre script Malika, qui est dans le car, qui est aussi une artiste, et qui disait, ça me fait penser, il y a une espèce d'univers autour il y a une création Pixar qui s'appelle Luca, qui était Luca, oui, bien sûr, en Italie. Elle dit, elle avait l'impression de retrouver quelque chose de ça, de cette couleur italienne. Parce que c'est des lumières extrêmement vives qu'on retrouve dans Luca, et peut-être qu'ici aussi, ce sont des lumières et des couleurs très vives. Après, je te cache pas que l'univers cinématographique est une véritable source d'inspiration. J'imagine, ça se voit. Mais alors pas forcément pour la lumière, ou alors je m'en rends pas compte, plus pour le cadre. Tu vois, quelqu'un comme Thierry de Perret, il y a d'ailleurs un tableau où c'est vraiment un plan de Thierry. Et d'ailleurs, Thierry l'a reconnu. Le tableau où ça danse, c'est celui-là au fond? Non, pas du tout, c'est un portrait. Ah, c'est un portrait. Je te le montrerai après. Mais même dans mes jeunes années, tu vois, L'Incompris de Comencini ou encore à Catone et de Pasolini, tous ces corps de jeunes adolescents et cette lumière un peu brûlée, la plage, voilà, ça c'est des... Et puis Ennio Morricone pour la musique, évidemment, tout le temps, toujours. Et grâce à Baptiste, j'ai d'ailleurs découvert le documentaire sur Ennio. Baptiste, beaucoup de choses grâce à toi.
Non. C'était un vrai désir, Mathilde, d'avoir Marie. Elle disait il regrette maintenant. Je voulais qu'elle soit au théâtre. Parce qu'au théâtre, c'est vrai, ici, c'est la cafétéria, à l'Albor. Mais au théâtre, on a vraiment un lieu clos, un lieu d'exposition. Elle ne voulait pas. Je ne sais pas pourquoi. Non, mais je me sentais pas prête. Malgré mon âge, c'est un jeune travail qui est pas abouti et c'est en recherche. Et donc c'était compliqué. Mais après, Lily, elle m'a fait un beau compliment. Le soir de l'exposition, elle m'a dit, voilà, ça met de la joie, ça met de la lumière et ça fait plaisir. Et c'était le but. Ça met aussi de la mélancolie, je trouve. Un petit peu aussi. Oui, je suis une mélancolique, c'est vrai. Ça se voit. C'est vrai. Il y a la fibre du souvenir. On dirait que derrière des images, il y a des souvenirs. Oui, ce sont des souvenirs. Parfois. Et des souvenirs, comme disait Shakespeare, les souvenirs inventés sont les plus beaux, n'est-ce pas, Lydia? Voilà. Sylvie Casalt, vous, c'est à Casa di Eling, vous organisez en partenariat avec le festival des rencontres avec les invités, des rencontres linguistiques? Alors, je dois dire qu'à Casa di Eling, c'est une première. Ces rencontres, cette année, c'est même embryonnaire, puisque ça s'est fait de façon spontanée, tardivement aussi. Mais c'est vrai que ça nous paraissait naturel par rapport aux langues, bien entendu, puisque son nom l'indique. Ça a été aussi un partenariat qui est né aussi d'une volonté de montrer aussi la langue corse, de la faire connaître peut-être à ces invités qui sont venus nous voir. Ça a été des rencontres vraiment spontanées, mais vraiment d'une grande richesse. On s'y attendait pas et ça va peut-être déboucher sur quelque chose justement sur des liens que l'on connaissait. La mémoire linguistique avec l'Italie est très forte. On ne peut pas la nier puisqu'elle est historique. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que le dialogue que l'on a créé avec nos invités, je pense à Yara Vianello, qui donc dans La Bella Estate, ce superbe film, et ça a été une belle rencontre parce qu'elle a voulu découvrir et rentrer dans l'atmosphère de la langue corse. Donc c'est presque elle qui est venue à nous qui étions un petit peu aussi en demande, et on a vu combien la richesse du cinéma italien, on le sait, l'Italie est un des pays du nord de l'Europe en général, qui a puisé toute la tradition dialectale, tu le disais Lydia, et c'est vrai qu'elle a voulu entendre la langue. Donc ça a été un échange vraiment linguistique, c'est le cas de le dire. Voi parlate corso e elli parlano italiano? Abbiamo parlato corso, ci hanno mandato di parlare corso, di ragazzi di no scopo, e hanno ritrovato forse una lingua, a sua lingua. E questa è lingua italiana ed è stato veramente una meraviglia, un bel viaggio. Di vero che quando noi corsi ci spiazziamo in Italia, parliamo sempre corso. Et des fois, moi, je rencontre un Corse en Italie et tant où tu me parles la française. C'est bizarre, alors que c'est l'endroit où on parle le plus corse. C'est comme les Corses qui se font la guerre, qui se détestent ici, mais s'ils se retrouvent en Chine, ils sont frères. C'est ça. Et donc, ces rencontres que vous avez organisées, c'est une première. Vous avez envie de continuer, vous avez envie de persévérer. Parce qu'à Casa di Eling, c'est à Casa di Eling. On a souvent confondu, on dit à Casa di Eling Corse. C'est pas ça, c'est vraiment la maison des langues. Oui, c'est la politique aujourd'hui de la ville, c'est de développer vraiment les langues, le plurilinguisme aussi, toujours sur ce prisme de la langue corse qui peut être une langue passerelle, médiatrice, évidente, on le voit avec l'italien forcément, c'est tout à fait naturel, mais même avec d'autres langues, puisqu'aujourd'hui on a ouvert à Scuola Internazionale di Eling, c'est très récent, très jeune, où chaque jour, ogni giorno c'è una lingua, on va jusqu'au mandarin qui est enseigné en langue corse. Alors, on a accueilli ici Kevin Petroni pour l'association Musa Nostra. Bonjour. Bonjour. Vous organisez un salon autour de l'association et avec une discussion autour du roman, de la fiction et de comment comment l'Italie trouve sa place dedans. C'est-à-dire comment on traite cet ailleurs si proche. C'est ça ? Oui, c'est ça. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation. Je remercie aussi le Festival du film italien pour cette collaboration qui maintenant a plus de 5 ans. Et effectivement, l'idée est de donner la parole aux lecteurs. Ça se passera donc le 10 février prochain à l'auditorium du musée de Bastia sur l'influence qu'a la littérature italienne sur la littérature corse, mais aussi sur la littérature française. Et donc d'intéresser les lecteurs à ces ponts, ces passerelles méditerranéennes, corses, françaises, italiennes bien sûr, qui permettent d'unir et de lier un intérêt commun autour de la littérature. Alors j'ai envie de dire, ce qui pour moi est une évidence,
en vous écoutant tous, que cet ailleurs si proche, parfois je me demande si c'est vraiment un ailleurs, ou si on ne fait pas partie de ça, en tout cas culturellement, et aussi au niveau de la langue. Qu'est-ce que vous en pensez, Marie ? Tout à l'heure, Sylvie disait c'est une passerelle, la langue, et c'est une évidence. Moi, je le vois avec mes enfants corsophones, et l'aîné qui a 18 ans, il est parti étudier en Italie, à Florence, et pour lui, c'était tellement naturel, c'était même plus naturel que d'aller étudier sur le continent, tu vois. Ils se sentaient plus proches. Donc, je trouve que le travail qu'ils font et qu'ils vont faire demain est un travail primordial. Et évidemment, il faut se servir d'outils comme le Festival du film italien. Ben oui. Vous aurez des invités, des écrivaines, Marie Ferrante. Nous aurons 3 invités, Marie Ferrante, Marie Ferrante, Michel Corotti, Philippe Peretti qui seront avec nous. L'idée est d'organiser un échange véritablement avec les lecteurs autour de leur œuvre si les lecteurs le souhaitent, mais aussi d'analyser ensemble l'influence de la littérature italienne dans leur propre œuvre et au-delà. Donc vraiment, c'est une discussion, c'est un salon, c'est un espace de discussion et d'échange autour de la littérature. Il faut le prendre véritablement comme ça. C'est à 16h, à l'Auditorium. J'ai dit que c'est la première fois aussi, parce que depuis 5 ans, on est en partenariat avec Musa Nostra, association littéraire qu'avait fondée Marie-France Bérène. Qui travaille tout au long de l'année. Qui fait d'ailleurs un très beau festival littéraire à Loum et tout. Mais initialement, Musa Nostra invitait des auteurs italiens. Et des autrices aussi. Il y a eu Simonetta Greggio, Milena Agus, un peu l'icône littéraire sarde et tout. Et cette année, ils ont décidé de faire autre chose, c'est-à-dire de faire parler des auteurs, notamment des écrivaines corses, sur leurs préférences, leurs références en matière de littérature italienne. Marie Ferrante, qui avait eu le Grand Prix de l'Académie française pour La Princesse de Mantoue, donc qui était vraiment un roman sur l'Italie. Voilà. Mais ça ne donne pas envie d'aller encore plus loin, c'est-à-dire... Donnez-moi des idées. C'est-à-dire qu'il y a... Là, vous savez, c'était Festival du cinéma italien, maintenant c'est Festival italien. Pourquoi ? Parce qu'on est pluridisciplinaire. Alors, si vous en avez une autre idée, enfin si tu en as une autre, moi j'en ai plus. J'en ai plein. Ah. Mais quand on voit la richesse, la richesse créatrice qu'il y a, l'émergence des talents, et en même temps aussi des talents qui sont... on était avec Patrice il y a tout à l'heure, etc. La création insulaire... Pourquoi on n'arrive pas à créer des passerelles plus que ça, et que quand on voit qu'il y a eu 3 films l'année dernière qui ont été tournés, Thierry de Peretti, Frédéric Farucci, Julien Colonne, pourquoi ces films-là on n'arrive pas à les distribuer en Italie ? Pourquoi on n'arriverait pas à aller un peu en Sardaigne, montrer nos films, et que ces échanges aient quelque chose de structurellement un peu plus concret, je veux dire le travail des créateurs, que ce soit les peintres, le travail sur la langue. Vous qui avez une structure maintenant, Sylvie Casat, avec la Casa di Edwin, on pourrait essayer peut-être d'aller un peu plus loin. Ça ne vous donne pas envie à tous d'aller un peu plus loin ? Mathie, oui. Je pars. Tu es partant. Je suis partant. Moi, j'aimerais bien voir un film italo-corse. Pourquoi pas avoir une belle coproduction. Mais moi, je serais bien contente d'organiser un festival autour, mais il faut le faire. Hein. C'est à vous de le faire, les professionnels. Lydia, regarde comme le cinéma sarde nous parle, comme il est proche de nous. On se dit, nous aussi, on a un cinéma corse et il pourrait très bien cohabiter lors d'un festival. Des rencontres pourraient être organisées, évidemment. Ce qu'a dit Olona m'a beaucoup plu. Et tu as dit que Anna, c'est le film le plus corse que tu as vu depuis... C'était presque une provocation, une boutade, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression d'être chez moi, de voir des problèmes que je connais de mon quotidien, des courants qui traversent la Corse en ce moment, avec les discussions. Tout ça, j'imagine que je pense qu'ils seraient sensibles eux aussi à la création, qu'elle soit dans la chanson, dans le théâtre, dans le cinéma. Moi, j'essayais de porter un réalisateur, Mereu, dont on a vu son film il y a quelques années. Salvatore Mereu. Cinéaste sarde. Il cherchait des lieux de tournage. Il cherchait des lieux de tournage en France pour une histoire de sous. Je ne contrôle pas trop ce domaine. Mais moi, je lui donnais des adresses en Corse parce que j'ai dit France. Pourquoi chercher la France si loin ? La Corse est France, et France aussi, mais il y a la Corse. On lui a donné des lieux à visiter. Je pense qu'il devait organiser ça. Maintenant, c'est vrai, pour nous, ça serait pas simplement un plaisir, mais ça serait vraiment très intéressant même de le montrer, même de trouver un travail fini. Et on avait essayé de faire à notre niveau une section de courts-métrages
corse et italien. D'ailleurs, on a vu quelques années un court-métrage de vous, Monsieur Simon Paul. Ah bon? Oui, où il y avait une belle scène à la douche de Fraticelli. C'est Lia Picciot qui est dans cette scène. Oui, tout à fait. Et avec Eric Fraticelli, on prenait une douche ensemble. Et voilà. On était en avance, hein. Donc voilà, je pense que nous, on sera là vraiment pour montrer toutes ces belles choses que vous pouvez faire. Sylvie Casal, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'aller plus loin? Parce que vous avez constaté, j'imagine avec enthousiasme, de toucher juste. Alors, justement, quand on a rencontré cette jeune actrice passionnante qui s'est intéressée à notre langue et qui nous a posé beaucoup de questions, et avec Oreste, le lendemain d'ailleurs, on a beaucoup parlé de la langue dans le cinéma. Et justement, il y avait presque, j'allais pas dire un vide, parce que le cinéma corse existe, mais la langue corse, elle a vraiment toute sa place, surtout vers ce public italien qui est en demande, parce qu'il se reconnaît, on l'a dit, à travers ces traditions dialectales où ils s'y retrouvent. Ils retrouvent quelque chose, pas qu'ils ont perdu, mais en tout cas qui leur est très proche, familial, puisque la langue dialectale est plutôt, Lydia pourra nous le dire aussi, mais intramuros, j'allais dire. Hein. Et c'est vrai que ça serait aussi, nous, on serait vraiment heureux que ce soit une professionnalisation pour certains acteurs pour se perfectionner, puisque c'est l'outil finalement naturel et idéal. Hein. Il faudrait demander à Thierry de Peretti, par exemple, si l'un de ses films a été sélectionné dans un festival du cinéma français en Italie. Hein. On lui posera la question. Parce que je vais le recevoir, j'espère, très bientôt. Merci à vous, merci Kevin. Merci. On le rappelle, c'est samedi 10 février à 16h, auditorium du musée, c'est ça, le salon. Merci Sylvie, merci Marie. Merci beaucoup. On va faire un dernier plateau avec d'autres invités parce qu'il y a aussi une section qui s'appelle Ciné-Mémoire. Ciné-Mémoire a choisi de projeter un classique du cinéma italien d'Ettore Scola, une journée particulière. On regarde quelques images tout de suite. Annunciato da un colpo di cannone, ecco il treno del Führer. Innamorate, gli aranci comprate, hanno il magico sapore d'un bacio d'amore. Centinaia di migliaia di italiani. Inconciliabile con la fisiologia e la psicologia femminile, il genio è soltanto maschio. Lei è d'accordo? Certo che sono d'accordo. Sono sempre gli uomini che riempiono i libri di storia, no? Sì, forse anche troppo. Così non c'è più spazio per nessuno. E tanto meno per le donne. Certo che voi siete bello complicata. Jean-Charles Dionisi, bonsoir. Marie Colombani, bonsoir. Bonsoir. Jean-Charles, vous êtes le responsable de cette section Ciné-Mémoire. Vous avez choisi de projeter Una giornata particolare, un classique du cinéma italien d'Ettore Scola avec Sofia Loren et Marcello Mastroianni. Ça tombe bien puisque 2024, c'est les 100 ans de la naissance de Mastroianni et c'est aussi les 90 ans que j'espère va fêter Sofia Loren en septembre. Pourquoi ce choix ? Alors d'abord, c'est un choix collectif du Ciné-Club. Oui, parce que vous êtes le responsable du Ciné-Club aussi en partenariat avec le studio. Et ça fait maintenant plusieurs années que Bati et Lydia nous demandent de proposer des titres pour Ciné-Mémoria. On en a fait plusieurs. On a retenu ce film en accord et ça tombe très bien puisque non seulement il y a les dates que vous citez, mais il y a une surprise. C'est que ce film fait écho à celui dont on a parlé tout à l'heure, de Paola Cortellesi. Bien sûr, je le disais, on y pense forcément. Voilà. Et nous n'en savions rien.
C'est donc une belle surprise. Donc, d'abord, il est naturel de choisir un film italien dans le cadre du festival italien. Ça va de soi. C'est une évidence. Et c'est une évidence parce que dans le cadre du Ciné-Club, on ne passe pas que du cinéma italien. On en passe. Et on a des partenariats. L'année dernière, on a repassé le film d'Ennio de Tornatore parce que c'est un merveilleux film documentaire. Donc, on a des choix, mais on a aussi une sélection de films plus ouverte. C'est toute la démarche, un peu ce qui nous distingue du festival, puisque Batti et Lydia se concentrent sur le cinéma italien, ce qui est naturel. Et nous, notre démarche, c'est de montrer l'ensemble des cinémas dans leur diversité. Et maintenant, de le faire pas seulement en termes de cinéma du patrimoine, ce qui est le rôle traditionnel d'un ciné-club, mais de le faire aussi, puisqu'on a depuis maintenant près de 2 ans, une nouvelle façon de travailler avec le cinéma Le Studio, c'est qu'on s'implique très fortement dans les coups de cœur surprises de l'Association française des salles Art et Essai. Et donc, on invite les cinéphiles à venir voir un film sans savoir ni le titre, ni le film, rien. Ce qui demande de l'audace, de la curiosité, et ça marche. Et puis, ce film-là qui a presque 50 ans, oui. Toujours d'actualité, les thèmes sont présents, y compris que ce soit en Europe, y compris en Italie. Donc ça, j'espère que ça attirera un public jeune. C'est aussi un peu le but pour vous mais je pense que c'est le but de toutes les structures associatives, de rajeunir, d'élargir les publics. Pas seulement dans la quantité, mais dans la structure de l'âge des publics. C'est notre démarche, effectivement. Mais il ne faut pas se cacher, se voiler la face, ce n'est pas une affaire facile. Non, pour plein de raisons. Une journée particulière a aussi une actualité. C'est que une pièce a été adaptée au film. Et le rôle de Marcello Mastroianni est tenu par Roche Dizem, et surtout le rôle de Sophia Loren est tenu par Laetitia Cast. Voilà. Tout à fait. C'est une pièce qui est en tournée. Malheureusement, elle ne passe pas par la course. Elle ne pourra pas parce que le théâtre est fermé. Et Marie Colombani, vous faites partie de l'association Dante Alighieri, et vous êtes aussi enseignante, et on parlait justement de ces projections avec les scolaires. Ça a une importance pour vous en tant qu'enseignante d'arriver à faire venir. Quel intérêt pédagogique de faire découvrir un cinéma à des élèves ? Alors, je pense que c'est très important parce que le cinéma fait partie des objectifs pédagogiques. On va dire, il est inclus dans les programmes de l'enseignement secondaire et même supérieur d'ailleurs. Et je pense que tous les professeurs de la Haute-Corse emmènent énormément de classes voir les films. Et c'est vrai que lorsque les films ont une thématique historique, sociale, politique, c'est d'autant plus intéressant parce que ça permet de faire écho aux cours et aussi disons, de confronter les élèves à une langue authentique, puisque l'intérêt des films que l'on voit en général, c'est qu'ils ne sont pas tous tournés dans un italien standard, mais les élèves sont confrontés aussi au dialecte, à la langue du quotidien, à la langue des jeunes. Et c'est peut-être parfois ce qu'on a un petit peu de mal à faire dans nos cours parce qu'on ne peut pas traiter tous les aspects. Donc je pense que c'est très important pour la langue et pour la culture. C'est la confrontation un peu au réel à travers la fiction. Complètement. Et vous avez une autre casquette puisque vous faites partie de l'association Dante Alighieri. Vous avez organisé une conférence autour du personnage de Machiavel. Oui. En quoi ça consiste ? Parce que c'est un partenariat que vous avez depuis longtemps avec le Festival du film italien. Oui, j'ai été élue présidente au mois de juin, donc de la Dante. Et le partenariat est depuis 1999 avec le Festival du film. Et donc cette année, la conférence d'ouverture nous a permis d'accueillir Didier Ottaviani, qui est maître de conférence à l'École normale supérieure de Lyon. Il est maître de conférence en philosophie. Et comme la thématique de l'année des conférences de la Dante, c'était les icônes au sens propre et au sens figuré, nous avons intégré donc la conférence d'ouverture du festival dans notre planning de l'année. Et lorsque j'ai contacté Didier Ottaviani, qui est Bastia, et qui vient très volontiers donc à Bastia. Il était venu déjà l'année dernière, l'année précédente aussi invité par la municipalité de Bastia. Donc on a discuté ensemble pour savoir quelle icône il pourrait nous offrir. Et comme on avait par ailleurs déjà
traité les icônes au sens propre, on avait traité une icône de la musique, on allait avoir la mode. Donc on a pensé à la politique et c'était un sujet qui correspondait bien à ces domaines de recherche. Alors c'est curieux parce que Lydia Batti, Machiavel, c'est un personnage qui n'a pas été souvent traité au cinéma. Dans la filmographie italienne, j'ai trouvé assez peu de traces d'œuvres sur sa vie, sur... C'est vrai, Niccolò Machiavelli est très souvent évoqué quand on parle de politique. Le machiavélisme, voilà. Même on occulte son côté poète, son côté homme de lettres, à faveur du discours politique, parce qu'il est théoricien de la conduite de l'homme politique pour le succès d'un peuple, le succès d'une nation. Et c'est vrai que dans le cinéma, moi je n'ai pas souvenir d'avoir vu une œuvre cinématographique, mais non plus, même pas à la télévision. Je n'ai pas souvenir d'avoir trouvé le personnage de Niccolò Machiavelli traité dans l'audiovisuel, en Italie au moins. C'est curieux parce qu'il reste de ce personnage, le machiavélisme, ce côté très noir, très sombre, manipulateur, alors que je pense que c'était quelqu'un de beaucoup plus profond et ambigu que ça, quoi. Oui, Machiavelli est rentré même dans la linguistique, parce qu'on en a fait un adjectif. Quelqu'un de machiavélique, effectivement. Mais pour nous, donc, personnellement, j'étais vraiment ravie d'avoir cette proposition de conférence de la part de Dante Alighieri, Jean-Baptiste aussi. De toute façon, nous, on donne une carte blanche à la Dante Alighieri depuis... On donne une carte blanche à tout le monde. Pour que ça ait un lien avec l'Italie. On est gentils. Et on a même des cartes blanches entre nous. Parce qu'on a un partenariat, tous les deux. On a un partenariat, oui, avec le Ciné Club. Voilà. D'ailleurs, qui consiste... Allez-y. Allez-y. Bah, tous les ans, on passe un film choisi par la Dante. Et souvent, d'ailleurs, toujours, c'est un film italien. Voilà. Et là, le prochain, c'est Il Mistero delle Arme. C'est ce qui attire le plus de monde. Et la Giornata Particolare, et donc je vais bien sûr inciter mes étudiants et puis proposer aussi aux collègues du secondaire pour qu'ils aillent le voir, parce que c'est à 18h. 18h30, le 13 février. Ils pourront, à la sortie de leur cours, aller voir le film. Batti, l'émission va bientôt se terminer. On a déroulé un peu tout ce programme. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter, Lydia? Il y a encore, parce que la semaine prochaine, le festival dure jusqu'au 18 février, c'est ça? Et tous les films seront repassés au studio la semaine prochaine. C'est l'innovation de cette année, puisque comme on est à l'Albor, il y a moins de capacité d'accueil, donc vous rediffusez les films 2 fois. Oui, il y aura bien évidemment une cérémonie de remise de prix qui aura lieu ce samedi ici à l'Alboro, et nous quitterons tous l'Alboro à l'occasion de cette cérémonie de remise de prix, mais pour une fois le festival ne va pas se clôturer avec cette remise de prix, mais tous les films repasseront au studio cinéma pour permettre vraiment à notre public fidèle et avide du cinéma italien de combler les lacunes. S'ils n'ont pas pu voir tous les films programmés, ils pourront peut-être combler ces lacunes cette deuxième semaine. Aussi, peut-être juste, on a parlé de tous les aspects, sauf peut-être de la musique. Nous avons eu vraiment une ouverture merveilleuse avec 2 musiciennes, une pianiste, Emmanuelle Marine, et une guitariste, Sandrine Luigi. Et nous avons encore un rendez-vous avec des musiciens qui nous apportent vraiment la joie. Et c'est une très belle façon de commencer une cérémonie de remise des prix. Ça sera les violonistes degli Archetti Bastiacci, dirigés par le professeur Pierre Raphaël. Raphaël Pierre. Batti, il y avait beaucoup d'angoisse avant le festival parce que le lieu était changé, on était à l'Albor. J'imagine que tu es rassuré en cours de festival par l'affluence, par la participation. Et puis c'était pas de l'angoisse, j'étais plutôt sceptique. Oui. Voilà, je me demandais si vraiment, avec cette décentralisation, alors qu'on a un public fidèle, ça fait plus de 30 ans qu'on est au théâtre au centre-ville. J'étais sceptique. Et je suis ravi parce que la salle de l'Albor est pleine, notamment à la séance de 19h pour le film en compétition. Il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de partage, les gens sont satisfaits. Et donc, si le public est satisfait, je le suis aussi. Le public est satisfait. Et puis nous, alors vous retrouverez toutes les infos pour le festival sur le site internet qui va s'afficher, je pense, sur votre écran. Et quant à nous, à Viastel, on continue la programmation cinématographique tous les jeudis avec un cinéma italien tout le mois de février, puisqu'on va passer un film assez méconnu
de Luchino Visconti, Sandra, avec Claudia Cardinal et Jean Sorel, un film assez intimiste qu'il a tourné juste après Le Guépard. Un film qui a quand même eu un Lion d'Or à Venise en 1965. Et puis après, 2 films de Dino Risi. On va passer à un film qui s'appelle Ultima Amore, qui a été traduit Primo Amore, qui a été traduit en français Dernier Amour, ce qui est assez curieux, et Botagnat, c'est Ornella Muti. Et puis Anima Perz, Âme perdue, avec Vittorio Gassman et Catherine Deneuve. Il me reste à vous souhaiter longue vie pour vos associations, Merci le Ciné-Club beaucoup. Dante Alighieri, et puis à remercier l'Albor qui nous a accueillis, les équipes techniques de France 3 Corse Viasté, et vous, l'organisation du festival, qui nous avez accueillis très chaleureusement et facilité beaucoup les choses. Et je vais vous proposer tout simplement qu'on aille au cinéma tous ensemble, puisqu'il y a une séance qui est en train de se dérouler. Donc je vous emmène au cinéma, et allez au cinéma. Allez, on y va. Et on dit que le cinéma italien est mort. Incroyable. Je crois pas. Il est mort, il respire encore. Il respire bien. En tout cas, merci beaucoup, Baptiste.